Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Des signaux faibles apparaissent et des tendances se développent dans notre société. Les leaders savent les sentir et les transformer en opportunités pour créer leur business, étendre leurs activités et mettre au point les meilleures pratiques dans les industries du sport outdoor et du tourisme. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Solellac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, et en particulier des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette deuxième saison, à l'aide de nos invités, nous voulons pousser un peu plus loin la découverte de chaque pilier de la plateforme de marque et certains métiers liés au marketing et à la communication des marques de sport outdoor et des destinations touristiques. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous allons parler d'expérience client. Pour illustrer ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Isabelle Frochot, maître de conférence à l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors pour faire short and switch, Armelle, est-ce que tu peux nous parler de ce sujet qui te passionne, l'expérience client, s'il te plaît? Tu crois pas si bien dire, Ariane, ça occupe mes jours et une partie de mes nuits depuis 15 ans. Alors, tout d'abord, il faut distinguer l'expérience client de la relation client et de la satisfaction client. Ces deux dernières font partie des éléments constitutifs de l'expérience client, mais n'en sont pas la totalité. En effet, la relation client, qu'on appelle parfois RC, est l'ensemble des échanges entre une entreprise ou une marque et son public sur l'ensemble des canaux et par tous les modes de communication qui existent. Cette relation est canalisée et orchestrée par l'entreprise ou l'office de tourisme lorsqu'on parle d'une destination. Certes, la relation client vise les clients. Pour autant, elle demeure centrée sur les objectifs et les procédures de l'organisation. La satisfaction client, quant à elle, c'est l'objectif poursuivi lorsqu'on vise à faire vivre une bonne expérience au client. On peut la mesurer de façon quantitative et qualitative. D'accord, c'est un peu plus clair, mais c'est quoi du coup exactement l'expérience client? Alors, l'expérience client, elle désigne l'ensemble des émotions et des sentiments qui sont ressentis par un client avant, pendant et après l'achat d'un produit, d'un service, d'une visite ou d'un séjour touristique. Par conséquent, c'est le résultat de l'ensemble des interactions qu'un client a eues avec une marque, une entreprise ou l'ensemble des acteurs d'un territoire touristique, que ce soit directement ou indirectement, et ce à chaque étape du parcours d'achat. Donc ça peut être avant l'achat, pendant ou après la vente ou la consommation du territoire. Donc si l'expérience, elle peut pour partie renvoyer à la relation client, elle diffère en ce qu'elle adresse un cadre qui est beaucoup plus large, l'avant-achat notamment, et surtout elle vise les émotions. Par ailleurs, l'expérience d'un client échappe en partie au contrôle de l'entreprise ou de la destination, dans la mesure où elle repose sur des éléments qui sont subjectifs. Par exemple, ce que le client a pu lire sur la toile, ça peut être sur des blogs ou des sites comparatifs, avant même d'avoir consommé le produit, le service ou le territoire, a un impact sur la manière dont il va vivre l'expérience d'une manière générale. La dernière différence, et pas des moindres avec la relation client, c'est que l'expérience client s'appuie sur des process qui sont tournés vers les consommateurs et les utilisateurs. Ces derniers, en fait, ils sont placés au centre de la réflexion, et ça, c'est un changement de paradigme qui est très important. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de customer centric. C'est vraiment la manière dont on considère la façon dont l'expérience client doit être construite. En d'autres termes, l'enjeu pour une entreprise ou pour une organisation territoriale, a fortiori si elle s'adresse à des particuliers, c'est désormais de créer une expérience qui soit agréable pour les clients, qui auront plaisir à la renouveler et évidemment à la partager. Alors, selon Patricia Gallo-Lavallée, il existe 6 ingrédients pour créer des expériences positives et mémorables. On a la beauté, la rareté, le suspense, la surprise, l'humour, et le dernier ingrédient, je fais du suspense, je m'applique à moi-même mes propres règles, c'est l'ingrédient secret. Mais je vous propose qu'on invite Patricia lors d'un prochain épisode pour qu'elle vienne nous en parler. Et maintenant, place à Isabelle.
Isabelle, justement, est-ce que tu es d'accord avec la présentation qu'Armel vient de faire de ce sujet et est-ce que tu souhaites le compléter et apporter d'autres éléments? Ah oui, je trouve que c'était une présentation très complète. Merci Armel. Peut-être pour revenir sur les 6 ingrédients proposés par Patricia Gallo-Lavallée, moi je les trouve très intéressants et très inspirants. Bon, je vais faire comme tout le monde, je vais attendre impatiemment l'ingrédient secret. Mais simplement pour revenir là-dessus, je pense que la majorité des auteurs qui ont travaillé, chercheurs ou consultants sur le marketing expérientiel, ont produit comme ça une série d'éléments clés. Je sais pas s'il y a une recette miracle en fait. Je pense que c'est la combinaison de toutes ces recherches et ces études qui permet de vraiment mieux comprendre comment on peut construire une expérience performante. Alors bon, moi j'en ai d'autres qui sont complémentaires, hein. Moi je travaille beaucoup sur les 5 sens. Je travaille aussi sur la surprise parce qu'effectivement la surprise de très longue date on l'a identifiée comme étant un pilier de la satisfaction. Je travaille aussi beaucoup sur l'implication. Alors, implication, ça fait écho à co-création, hein, mais l'idée surtout, c'est que quand on implique un consommateur, on va capter son attention, il va être beaucoup plus présent dans l'expérience et il va se la remémorer de façon beaucoup plus efficace. Euh, Travailler aussi la création de souvenirs et puis contextualiser, c'est aussi un élément qui est très important. Donner du sens au lieu, ça peut être raconter une histoire, mais en tout cas, c'est réussir à ancrer avec un A les consommateurs dans leur lieu de consommation. Voilà. Donc ça, c'était pour mon petit point de complément. Alors Isabelle, on est déjà rentré dans le vif du sujet, mais avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs avec ton parcours académique et professionnel en quelques minutes, sachant que quand j'ai préparé cette émission, je suis tombée sur un CV de 11 pages, accrochez-vous bien. L'épisode fait que 30 minutes, donc tu vois là où tu fais les coupes. Ouais, enfin 11 pages, c'est le CV universitaire. Alors effectivement, on va le réduire aux dates clés parce que c'est ça qui est le plus important. Moi, j'ai fait un 2SS en économie du tourisme qui avait en fait beaucoup de marketing à l'université d'Aix-en-Provence. Et puis ensuite, j'ai voulu partir faire un tour du monde et je me suis arrêtée tout simplement à la première étape. Donc, j'ai pas été bien loin comme toi, Armel. Et je me suis arrêtée en Écosse et j'y suis restée parce que j'ai adoré ce pays et puis j'ai réussi à obtenir une bourse de thèse qui m'a permis de faire donc une thèse à l'université de Manchester, Manchester Metropolitan University, et j'ai fait une thèse sur les maisons historiques qui sont revenues complètement au goût du jour, notamment avec Netflix et les séries sur ces maisons historiques, et j'ai travaillé sur la satisfaction et la segmentation expérientielle. J'ai essayé de comprendre comment la satisfaction se construit dans une expérience et combien elle peut être différente en fonction des différents segments de clientèle. Donc c'était une thèse qui m'a beaucoup occupée et beaucoup intéressée, suite à quoi j'ai travaillé en Écosse. Et puis je suis revenue en France en 2000 à l'université Savoie-Mont-Blanc. Et depuis, je travaille beaucoup, toujours sur l'expérience client, bien sûr dans le contexte de la montagne en grande partie, étant donné l'ancrage géographique de l'université de Savoie. J'ai travaillé pendant longtemps sur les stations et les clientèles des stations, été comme hiver. Et puis dernièrement, j'ai eu envie d'explorer la montagne en prenant d'autres angles d'attaque et j'ai travaillé sur les refuges. Cet été, je vais travailler sur le bivouac. Et puis, on a des doctorants qui travaillent sur les nouvelles clientèles de la montagne, l'itinérance. Et puis, c'est vrai qu'un des sujets qui m'intéresse de plus en plus, c'est le tourisme inclusif, pas simplement parce que c'est à la mode, mais parce que effectivement, quand on a moins de 60% de la population française qui part en vacances, on doit s'interroger sur les autres 40%. Voilà, pour faire vite, hein. Alors, tu l'as explicité, là, justement, ton champ de recherche, il porte principalement sur les comportements des consommateurs touristiques et sur l'expérience touristique, de par la situation géographique également. Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui t'ont amené à choisir ces sujets et qu'est-ce qui te passionne sur ces sujets-là? Mmh. Alors, je pense que j'ai toujours été très intéressée par les mécanismes de réflexion et ce qui sous-tend les comportements des consommateurs, donc sans doute très intéressée par la psychologie depuis un très jeune âge. Et c'est vrai que les études en marketing sur le comportement du consommateur, elles ont le don de mélanger des apports en psycho, en sociaux, en plus de toutes les données qu'on a en marketing, en comportement du consommateur. Et c'est un champ qui est très riche et que je trouve très intéressant parce que ça permet de vraiment comprendre
comment les consommateurs font évoluer leurs pensées, comment ils opèrent des choix ou des non-choix, et de vraiment comprendre comment, bien sûr, en réponse, un prestataire peut élaborer un produit qui puisse répondre réellement à ces demandes. Et puis, je pense aussi que l'autre dimension, c'est que j'aime le contact humain et que dans ces recherches, on procède beaucoup par études qualitatives, beaucoup d'entretiens. Hein. Nous, on va en station ou ailleurs et on interroge des clients sur place. Et c'est vrai que ce côté humain, c'est quelque chose qui me plaît aussi énormément. Je le trouve très riche. J'ai toujours fait de très belles rencontres dans ces entretiens, des gens qui m'ont marqué et j'ai beaucoup appris sur le comportement humain à travers ces études. Est-ce que tu aurais une anecdote rigolote ou impressionnante d'un terrain que tu aurais fait et qui aurait amené une situation comme ça inattendue? Euh, Peut-être que ce qui m'a presque alors je sais pas si c'est une anecdote en particulier, mais on a beaucoup travaillé sur les stations et moi ce qui m'a peut-être le plus surprise quand j'ai travaillé sur les stations, c'est le fait que les clientèles ne sont pas dupes. Elles sont tout à fait conscientes de la nécessité de la massification des stations pour répondre précisément aux besoins du tourisme de masse. Elles sont tout à fait capables de comprendre ce que c'est que de l'autentoc plutôt que de l'authentique. Et un jour, j'étais comme ça à Voria on était un peu on regardait la station et je demandais à un client ce qu'il pensait du look de la station, comment il l'apercevait. Et en fait, il m'a dit, c'est un ensemble d'immeubles, mais le tout est joliment déguisé, donc ça me convient. Voilà. Et j'avais trouvé que on tombe comme ça sur des clients qui en une seule phrase ou quelques mots nous résument la pensée de beaucoup. Et je repense souvent à ce client parce qu'effectivement, il traduit la pensée de beaucoup de consommateurs qu'on croise en station. Alors, selon tes observations sur le terrain et tes recherches théoriques, quels sont les facteurs clés d'une expérience touristique réussie? Alors, en dehors des éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure, je pense que les émotions, les éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure, c'est les recettes un peu pour créer des expériences, mais c'est la finalité qu'il faut aussi garder en compte. Donc la finalité ultime, bien sûr, c'est de créer des souvenirs et avoir une expérience mémorable, mais on se rend compte aussi que pour y arriver, il faut qu'on rentre dans le domaine des émotions positives et il faut qu'on arrive aussi à capter l'attention des clientèles. Donc c'est vrai que cette idée de captation, j'arrive à sortir les consommateurs de leur, on va dire, soit ils sont pris par leur téléphone, soit ils sont pris par autre chose. J'arrive à les capter leur attention, les immerger dans l'expérience et là leur faire vivre quelque chose qui va avoir du sens pour eux et qui vont vivre pleinement. Ça me semble être une des clés principales de la réussite des expériences. Alors justement, sur ton territoire d'observation de prédilection, est-ce que tu peux nous expliquer comment les comportements de consommation touristique ont évolué ces 20 dernières années? Qu'est-ce que tu as pu observer de signifiant? Alors, globalement, quand on regarde la consommation touristique, on a toujours travaillé, les chercheurs en comportement du touriste, sur cette notion de distanciation par rapport au quotidien. Donc, le tourisme, il existe en opposition à toutes les tâches, stress et rôles qui jalonnent notre quotidien et que l'on cherche à quitter quand on part en vacances. Et ça, on voit que ça s'est renforcé. C'est-à-dire qu'on a quasiment maintenant 70% de la population qui vit en zone urbaine. Et même si on adore les villes parce qu'il y a toute une richesse culturelle et autres qui nous convient parfaitement, en même temps, ce sont des univers qui apportent beaucoup de stress et de pression et que régulièrement, on a le besoin d'y échapper pour retrouver un équilibre et se recentrer. Et vraiment, ce besoin de quitter cet univers-là, il est plus présent que jamais. Alors, je dirais même plus que forcément le Covid l'a renforcé, bien sûr. Donc, c'est vrai que pour travailler sur les tendances du tourisme et pour comprendre ce que les gens recherchent vraiment, en fait, ce qui est important, c'est de comprendre leur quotidien. Donc, bien sûr, c'est aussi de comprendre ce qu'on peut leur offrir, mais c'est le miroir inversé ce qu'on leur offre. Donc, moi, je travaille énormément sur l'étude des tendances, je lis beaucoup des magazines, je regarde les tendances qui émergent, les frustrations, les tendances de mode, énormément de choses qui peuvent émerger dans la société et c'est ce qui me permet de beaucoup mieux comprendre comment on peut dessiner des expériences qui sont satisfaisantes.
Et au-delà de ça, c'est sûr qu'avec le Covid, on a vu un regain d'intérêt pour la nature et les environnements naturels. On l'avait déjà un peu avant le Covid. Bon, disons que ça l'a renforcé. Une autre tendance qu'on a vu se renforcer sur ces 20 dernières années, c'est le besoin de retrouvailles. Alors, forcément, le Covid l'a fait encore plus, on va dire, l'a renforcé davantage, mais c'était déjà une tendance qu'on voyait comme émanant de façon forte. Et puis globalement, si on peut, sur ces 20 dernières années, ce qu'on voit, c'est que les consommateurs touristiques, ils ont gagné énormément en expérience, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup voyagé, même les jeunes, ils ont déjà voyagé avec leurs parents, leurs grands-parents, on a des consommateurs très expérimentés face à nous, qui comprennent parfaitement l'industrie touristique et qui comprennent même maintenant bien les rouages du marketing expérientiel. Donc, ils savent ce que c'est qu'une expérience. Ils savent ce que ça peut leur rapporter en termes de souvenirs, en termes de moments forts vécus ensemble. Et ils sont capables d'aller les chercher, ces expériences, et savoir bien identifier les prestataires qui sont capables de leur fournir, on va dire, des expériences très impactantes. Et c'est peut-être ça qui a changé aussi. C'est la maturité des clients par rapport à la compréhension de ce qu'un prestataire peut leur proposer. Donc, ils sont plus exigeants, mais en même temps, ils sont aussi prêts à payer pour ces expériences, ce qui est aussi une bonne nouvelle pour les prestataires touristiques, bien sûr. Oui, c'est ça. Donc, c'est corrélé à un niveau d'exigence qui a augmenté, finalement. Oui. Et selon toi, comment ces évolutions ont impacté le design d'expérience? C'est-à-dire comment finalement les professionnels du tourisme peuvent s'adapter à ces changements de comportement et cette montée en gamme du niveau d'exigence? Je pense que il faut être très professionnel. Je pense que les touristes de plus en plus n'accepteraient pas des défaillances de service. Donc il y a un niveau de prestation. Je parle pas de premium, hein, je parle pas de luxe, je parle de professionnalisme, hein, de qualité de prestation, d'attention aux détails, d'attention aux clients, qui est de plus en plus important. Et puis ce qui est important pour les clients, alors c'est une notion un peu abstraite, mais c'est que le prestataire il joue le jeu. Le client touristique, il vient pour vivre un rêve. Il vient vivre le rêve de votre destination ou de vos prestations. Et en fait, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on le fasse rêver dans l'univers que vous lui proposez, que ce soit la montagne ou ailleurs. Donc, c'est très important de jouer le jeu de cet univers, d'aller jouer sur la symbolique, la féerie, et pour vraiment les immerger dans cette symbolique parce que c'est ce qu'ils recherchent. Et en termes justement de prospective, donc tu évoquais l'évolution des comportements, donc justement des touristes sur ces 20 dernières années et sur les 10 prochaines. Alors, est-ce que le niveau d'exigence va continuer encore à monter? Ça va être, tous les touristes vont être des marketeurs dans l'âme et avoir une exigence assez dingue. Est-ce qu'elle sera tenable pour justement les prestataires ou est-ce qu'on va revenir à peut-être plus de simplicité? Quelles sont les tendances? Comment ça pourrait évoluer? Alors, je pense que ce qui est peut-être le plus important alors, c'est dangereux ce que je viens de dire quelque part, parce que si les exigences continuent à monter, je veux dire, on s'arrête tout et puis ça devient impossible en fait, hein, pour les prestataires de toujours faire mieux en fait quelque part. Je pense que euh, être honnête et savoir toucher les gens par les émotions, c'est ce qui est le plus important. Et parfois, ça passe par des prestations qui sont simples, mais qui sont authentiques dans la façon dont on a choisi de les orchestrer pour le client. Donc, ça peut être des expériences qu'on a bien réfléchies parce qu'elles sont pleines d'humanité, parce qu'elles sont pleines de partage, parce qu'on a compris ce qui peut se passer à travers ces expériences-là et parce qu'on les a créées au bon moment. Et je dirais qu'un bon designer d'expérience, c'est quelqu'un qui a une très bonne intelligence émotionnelle et qui comprend la dynamique qui a lieu dans l'expérience touristique, qui comprend les attentes des clients et qui est capable de se poser en phase avec ça. Donc on n'est pas forcément toujours dans de la surenchère, on n'est pas forcément dans des surinvestissements monstrueux. Je pense que ça va se jouer ailleurs, sur le domaine de l'émotion. Avec de l'authenticité et de la qualité, Oui, essentiellement. On n'est oui. pas obligé de... Ouais. Et en sortant un peu des systèmes très marchands, pour aller vers on va dire, des prestations et des relations beaucoup plus vraies et honnêtes. Tu travailles régulièrement, donc comme tu l'as dit, sur des sujets liés à la montagne. Est-ce que tu penses que ces évolutions, elles seront les mêmes sur ces territoires qui sont si singuliers finalement?
Ah, alors bonne question. Alors c'est vraiment une très bonne question. Moi, je me suis beaucoup interrogée parce qu'on a fait, à l'université Savoie-Mont-Blanc et à l'IREJ de nombreuses études sur la montagne, au fil des années et c'est vrai que bon, on le sait tous, hein, ces dernières années, en tout cas pré-Covid, la montagne estivale, c'était quand même un univers qui avait encore du mal à, on va dire, à exister, en tout cas certainement par rapport à l'hiver, mais aussi par rapport à d'autres territoires touristiques. Et je pense que le plus gros changement qu'on va voir à l'avenir, il sera sur la montagne estivale. Alors, déjà de façon très pragmatique, parce que ça va rester un univers moins pollué, loin des canicules et tout ce qu'on peut connaître comme événement climatique un peu extrême en été, certes, mais aussi parce que c'est un territoire qui est ancré dans des valeurs qui sont assez solides, qui sont anciennes, qui a toute une, comment dire, une culture de ruralité qui est très forte et qui est très apaisant du coup. Hein. C'est un univers qui est, on le voit dans les études à travers son silence, à travers sa pureté, à travers la beauté de ses montagnes. Est capable d'apporter énormément aux gens. Peut-être ce qui nous manque jusqu'à présent sur la montagne estivale, c'est un ancrage émotionnel. C'est-à-dire que on n'a pas un attachement très très fort à l'univers de la montagne l'été, en tout cas pas aussi fort que ce qu'on pourrait avoir. Donc je pense que ce qui va être important à cultiver dans les années à venir, c'est d'attacher les gens davantage à cet univers montagnard qui est vraiment très riche et bien en phase, je dirais, avec les tendances du moment, parce qu'il est rassurant, il est structurant et il est honnête, on va dire, dans ce qu'il est. C'est une forme de retour aux fondamentaux finalement, de retour aux fondamentaux de la nature avec une expérience d'authenticité qui vient nous toucher dans l'émotionnel, mais qui n'a pas besoin d'être très complexe. C'est-à-dire qu'on peut s'asseoir et contempler une montagne ou se promener et respirer l'air justement pur et frais et non pollué. C'est vraiment peut-être une des possibilités d'évolution alors, ça. Alors, tout à fait, avec peut-être un tout petit bémol et ça, on l'a bien remarqué particulièrement depuis 2 ans, hein, avec, l'afflux qu'on a connu dans les montagnes l'été, soudain lié au Covid et au tourisme de proximité. Le bémol, c'est qu'on a quand même des clientèles qui ont pas les codes et qui ont pas l'expérience de cette montagne et il va vraiment falloir réfléchir à ce qu'on peut mettre en place pour aussi faciliter la consommation de la montagne. Parce que on peut observer, mais au bout d'un moment, les gens ils vont vouloir faire d'autres choses et on se rend compte que randonner, respecter la montagne, il y a des pratiques qui, pour nous, par exemple, si nous sommes montagnards, nous paraissent totalement évidentes, ne le sont absolument pas pour des clientèles urbaines qui n'ont pas une pratique de la montagne. Donc, on va dire ce tremplin, cette marche d'accès à l'expérience en montagne, il va falloir qu'on apprenne à la cultiver et à passer des codes à ces clientèles pour faciliter et améliorer l'expérience. Et c'est en passant ces codes aussi qu'on va réussir à avoir un attachement émotionnel au lieu beaucoup plus fort et durable. Merci beaucoup Isabelle Frochot d'avoir été notre invitée. Voici les 3 points clés à retenir de cet épisode. Pour capter l'attention des vacanciers, il faut les immerger pleinement dans l'expérience en éveillant leurs 5 sens et en générant des émotions fortes. C'est grâce à cela qu'ils garderont des souvenirs positifs. Pour designer des expériences touristiques avec succès, il faut s'appuyer sur les 3 fondamentaux. Faire preuve d'un grand professionnalisme, quel que soit le niveau de prestation, être dans l'honnêteté et la simplicité plutôt que dans la surenchère, et enfin jouer le jeu à fond pour transmettre toute la féerie et l'aspect onirique de l'expérience. Enfin, 3e point clé, il va y avoir de gros changements dans la décennie à venir sur la montagne estivale. En effet, les valeurs ancrées dans ces territoires sont bénéfiques pour les visiteurs, pour un peu qu'on arrive à créer des expériences génératrices d'émotions et qu'on réussisse à transmettre les codes de la pratique de la montagne en été. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoor, nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain où nous accueillerons une nouvelle invitée prestigieuse. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcasts favorite. Bien entendu, pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.